Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu, à vos wishlist, je vous donne mes recommandations pour l'année 2019. Alors, la dernière fois, j'avais fait 2018, je vous avais expliqué les livres que j'avais vraiment retenus. Là, j'ai fait exactement pareil, c'est-à-dire à partir de tout ce que j'ai lu en 2019, j'ai décidé de dresser la liste des titres qui me revenaient immédiatement, mais vraiment en mémoire, et deux dont j'avais encore des traces de ma lecture, de l'histoire, des personnages en moi. Voilà, donc vraiment c'est ceux que je vous recommande absolument de lire. J'ai regardé un peu quand je les ai marqués, il y a très peu de livres que j'ai vus ailleurs, enfin peut-être deux que j'ai vus régulièrement, pas forcément, attention ce n'était pas forcément des livres les plus diffusés partout, hein, les plus hype, mais bon, qui ont quand même connu un beau développement, mais il y en a certains qui sont passés complètement à côté. Voilà, donc écoutez, peut-être que effectivement je ne lis pas comme tout le monde, je n'en sais rien, mais voilà, pour ceux qui n'avaient vraiment la flemmasse d'aller regarder tous les points lecture de 2019, ah bah vous avez eu un aperçu ici. Alors le premier qui m'est revenu tout de suite dans la tête, mais alors immédiatement, c'est Partiellement nuageux d'Antoine Chopin. Oui, je sais, je fais chier tout le monde avec Chopin, mais il faut lire Chopin. Voilà. Comme Daniel Croze, il faut lire Antoine Chopin. Alors, honnêtement, c'est une histoire qui m'a arraché le cœur, mais vraiment. Euh, c'est une histoire qui mêle à la fois l'histoire au Chili, donc l'histoire du Chili, de la dictature sous Pinochet, des personnes qui ont disparu sans laisser de traces, etc. Et qui mêle aussi l'histoire de Ernesto et Emma, qui portent chacun un secret, un chagrin, et qui vont petit à petit s'apprivoiser très doucement. Et Chopin, il est très bon pour ça, c'est-à-dire à partir de mots simples. Il n'a pas beaucoup de pages généralement. C'est peut-être voilà, il a en gros 150, 200 pages, enfin généralement 150 pages parce qu'il peut faire des 88 pages et vous arracher aussi le cœur, ce qui sera le cas pour un prochain numéro. Mais là, Partiellement nuageux, moi, c'est le premier que j'ai lu de Chopin, je ne connaissais pas honnêtement avant. Je l'ai trouvé par hasard dans La Force aux ours, et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est vraiment un auteur qui me sied au teint, qui me sied à l'âme, qui me sied au cœur. Moi, véritablement, il m'a arraché le cœur. Et si vous aimez, si vous êtes amoureux des mots simples, des belles histoires, euh, vraiment, si vous avez un cœur battant et vaillant, vous ne pouvez pas passer à côté de Partiellement nuageux, et vous ne pouvez pas passer à côté de certains livres d'Antoine Chopin, dont celui-ci. Vraiment, je vous le recommande à 1000 et 2000, 10 000%. Autre livre qui m'est venu tout de suite, ce qui peut vous sembler peut-être étonnant, peut-être, hein, je sais pas, peut-être que vous ne... Oh, quand même, elle est connue. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, depuis que je suis petite, m'a toujours interrogée. Elle s'appelle Louise Weber. Louise Weber, en fait, est plus connue sous un nom d'artiste. C'était The danseuse du French Cancan populaire, donc qui s'appelait La Goulue. Elle était The Star of the Moulin Rouge. Oui, The Moulin Rouge, comme diraient les Américains. C'était vraiment une star. Voilà, il n'y a pas mieux. La Goulue, c'était vraiment... D'ailleurs, je pense que tout le monde connaît l'affiche de Toulouse-Lautrec sur le Moulin Rouge, où il représente la Goulue avec des cheveux jaunes, avec un chignon, avec cette espèce de haut, c'est un caraco à pois rouge, blanc et rouge, et avec... en fait, elle danse et on voit son jupon et ses dessous. Voilà, donc tout le monde plus ou moins connaît la Goulue. Et une biographie est sortie qui s'appelle La Goulue, justement, de Marilyn Martin. Alors, Marilyn Martin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au Salon du Livre de Paris quand on était toutes les deux en dédicace, il y a fort longtemps, fort longtemps. En fait, on s'est retrouvés dans la queue de la rentrée auteur.
parce que oui, alors, le commun des mortels rentre par une porte, les auteurs rentrent par une autre. Et en fait, ce jour-là, il est arrivé, je sais plus quel officiel, un premier ministre, un ministre, enfin, on n'en sait rien, et donc ils nous ont rebalancé dans une file qui était avec le commun des mortels. Et on s'est retrouvés toutes les deux, et en fait, avec notre panneau publicitaire, comme j'appelle ça, avec notre étiquette sur le ventre avec écrit auteur en dédicace, on a commencé à discuter parce qu'en fait la queue n'arrivait, enfin comme on était avec tout le monde, on rentrait pas aussi facilement que d'habitude. Et donc on a commencé à discuter. Elle m'a dit, elle était sur son éditeur qui était du Nord, un éditeur régional. Et moi je lui dis, bah je suis sur le stand d'Aquitaine et je lui ai dit, je suis en dédicace de telle heure à telle heure. Elle m'a dit de telle heure à telle heure. Enfin bref, pour faire résumer, je lui dis, ah bah alors je serai la première à me libérer, donc je viendrai te voir sur ton stand. Et en fait j'ai découvert ces livres parce qu'elle faisait des romans sur des femmes qui s'étaient impliquées pendant la Première Guerre mondiale. Alors vous connaissez mon appétence pour la Première Guerre mondiale, voilà, voilà. Et donc il y avait un personnage qui s'appelait Blanche, un de ces personnages, et je vous invite à les lire hein, si vous y tombez dessus. Donc je lui en ai acheté, je crois, 2. J'ai vraiment beaucoup aimé et je l'ai toujours suivi. Alors en plus, elle est originaire d'Angoulême, donc comme quoi les coïncidences, vous voyez, ça existe. Et quand elle a sorti La Goulue, donc chez un éditeur plus confirmé, voilà, maintenant elle est chez des éditeurs nationaux et très très confirmés, et bon voilà, maintenant c'est une star, hein, Marilyn. Elle a fait cette première biographie qui s'appelle donc La Goulue, qui est très dense, très complète, qui rétablit d'ailleurs quelques vérités sur Louise Weber. Elle a eu accès à des extraits de journaux intimes, des archives inédites qui n'avaient jamais été diffusées par le Moulin Rouge. Et par des très très belles photographies, c'est illustré d'avoir des très belles photographies en partie centrale. Elle a réussi, alors, à, à l'instar de moi-même, mais avec moi-même beaucoup moins de battage publicitaire, mais il faut dire que la Goulue est quand même quelqu'un de très très connu, à lui faire avoir un square à Paris qui s'appelle Louise Weber. Moi j'ai fait ça pour Louis Gendreau, mais en plus modeste, voilà. Donc on s'est attaché à des personnages comme ça, et j'ai beaucoup aimé cette biographie avec les mots de Marilyn et avec cette fougue qu'elle a à défendre, à aller défendre ce personnage-là, et à l'avoir vraiment porté. Elle l'a porté absolument partout. Au début, elle a fait beaucoup de radio, elle a fait beaucoup de choses pour elle. Et vraiment, elle a vraiment travaillé énormément, et j'ai été très 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 contente parce que en fait elle est arrivée à faire ce qu'elle voulait, vraiment, et ça m'a vraiment fait vraiment plaisir pour elle de voir qu'elle était, oui, qu'elle avait, qu'elle rentrait dans d'autres personnages, etc. Et franchement, c'était très très agréable. Et c'est quelqu'un qui a vraiment à oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup travaillé sur les femmes, etc. Et franchement, surtout, voilà, n'allez pas vous louper ça. Franchement, c'est quelqu'un qui a fait des très très jolies choses. Elle a fait d'autres choses. Enfin, alors ça me ramène, il faut quand même que je le cite. Les Dames du chemin, les horizons de Blanche, l'horizon de Blanche et la vie devant elle, qui était chez les éditions Glyph, je crois. Mais je vous parle de ça, c'était 2013, voilà, 2013-2014, enfin en tous les cas nous c'était 2013. Et elle a fait dernièrement aussi, elle a fait un livre sur Brassens, un roman biographique, etc. Donc franchement, voilà, si ça vous plaît, elle a gagné beaucoup de distinctions justement pour La Goulue et pour Georges aussi, donc n'hésitez pas à aller lire La Goulue. Si vous ne connaissiez pas la petite Louise, eh bien vous allez voir, c'est un sacré personnage. Autre livre de 2019, oh, bon alors ça c'est évident. Voilà, alors tout le monde va dire ah ben oui tu m'étonnes. Voilà, alors autre hystérie de Lisa, 1793 de Niklas Nat Hojdag. Voilà, voilà, ça c'est fait. Euh, ah bah écoutez, c'est Sylvinge Forever. Voilà, alors moi je peux pas dire autre chose. Ah non mais moi c'est Sylvinge. Mon Dieu ce personnage, mais je crois que encore maintenant, et pourtant
ça date de 2019. Hein. Moi, je l'avais lu, alors j'avais eu la chance, à l'époque, j'avais eu la chance de le lire en avant-première par Sonatine, puisque à l'époque, j'avais encore mes entrées chez Sonatine et ils me faisaient confiance. Euh, Comme quoi, vous voyez, on est peu de choses. Hein. Dès que ça a commencé à s'emballer partout avec les SP, après vous avez très vite les gens qui faisaient des blogs, qui faisaient des chroniques écrites, qui faisaient attention à faire des belles photos. On s'est tous fait balayer par les autres. Mais c'est pas grave, parce que moi je l'avais lu en premier, enfin parmi les premiers, puisque c'est en avant-première, et je suis tombée mais red dingue de ce roman. Voilà, on est en Suède, donc en 1793, donc à la fin du 18e. Toute la société suédoise, y compris la royauté suédoise, sent le vent du boulet de la Révolution française, parce que ça a impacté toutes les monarchies européennes. Et on est avec deux personnages, vraiment, qui sont Cardell et Vinge, qui sont mythiques, qui n'ont aucun rapport avec la choucroute l'un avec l'autre. C'est glauque, c'est noir, c'est poisseux, c'est magistralement bien foutu, historiquement ça se tient. Il y a vraiment, on parle de survie dans ce roman, on parle de vision de la justice, il y a des personnages emblématiques, des scènes qui vous révulsent le cœur, et puis c'est exactement ce qu'était la Suède de l'époque, Stockholm de l'époque, quand vous parlez avec des gens qui connaissent, et moi j'ai la chance d'avoir une amie qui est suédoise, d'origine finnoise mais suédoise, et quand on en a parlé, elle me disait mais attends, mais la Suède, c'était cette époque-là, c'était le Moyen Âge français, enfin le Moyen Âge de, voilà, pas le haut moyen, enfin pas le Moyen Âge près de la Renaissance, hein, le tout pourri. Et en fait il y a tout dans ce roman. Vous avez de l'épique, de l'histoire, du policier, de la politique, de la société. Vous avez tout là-dedans. Vous avez une espèce d'amitié, vous avez un peu d'amour. Pas l'amour gnangnan cul la praline, mais voilà, vous avez des sentiments, voilà, des sentiments, et vous avez... Alors Cardell est un très bon personnage qui vraiment a fait les trois, hein, 94-95, mais Cécile Vinge, mais ce personnage m'a brisé le cœur. Voilà. Mais je suis toujours red dingue de Cécile Vinge. Alors, aucune chance, hein, mon pauvre garçon. Voilà. Mais vraiment, si vous connaissez pas Niklas Natos Dag, il a sorti d'ailleurs La Malédiction et Stenson, qui est aussi visiblement une trilogie qui va arriver en trilogie et qui est vraiment aussi bonne que 1793, mais dans un contexte complètement différent, puisque là, il est reparti sous le roi Éric, donc bien avant. Mais franchement, et en plus, c'est l'histoire de sa famille, enfin, c'est une partie de sa famille. Mais 1793, ça a été, je crois, hein, mon coup de cœur de l'année. Avait partiellement nuageux, si je devais vraiment garder un jour que 2 livres de cette année-là, même si ça me ferait du mal de jeter tous les autres que je vais vous citer, et notamment par exemple La Goulue, mais tous ceux que je vais vous citer après. Mais ces deux-là, ça a été, voilà. Mais alors, oh là là, Cécile Vinge Forever. Voilà, non mais je l'aime, voilà, c'est officiellement, je me ridiculise, mais je l'aime. Autre livre, alors celui-là que j'ai pas vu passer très très peu. Voilà, quand je l'ai présenté, il y a plein de gens qui m'ont dit mais d'où tu l'as sorti? Je sais pas, il est tout nouveau parce que voilà, à l'époque je faisais beaucoup plus de livres actuels, etc. C'est pas parce que c'était juste que voilà, c'était une période où je me disais tiens, je vais faire ça. Alors ça s'appelle Article 36 de Henri Vernet. En gros, pour résumer sommairement et vraiment de manière assez grossière, c'est un peu dans la veine d'un épisode de Bureau des légendes, version sécurité intérieure. Voilà, parce que le Bureau des légendes, c'est l'extérieur. Là, c'est vraiment sécurité intérieure. Bon, article 36, est-ce que je dois vraiment parler de l'article 36? Bah si, peut-être. Alors, l'article 36, si vous ne le savez pas, c'est dans la Constitution du 4 octobre 1958, donc celle qui nous régit. Il me semble, alors je voudrais pas dire de conneries, mais c'est dans les rapports entre le Parlement et le gouvernement, je crois, dans les articles qui sont entre le Parlement et le gouvernement, je crois. Mais l'article 36 dit textuellement: l'état de siège est décrété en Conseil des ministres, sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Donc voilà, c'est vraiment
et on l'a vu hein, quand il y a eu des émeutes, etc., c'est vraiment cet article-là qui régit. Et Henri Vernet, en fait, euh, balance cette histoire-là avec l'Empire 36. Alors sans être révolutionnaire, parce que enfin, on peut pas faire de jeu de mots là-dessus, mais voilà, c'est un roman qui a le grand mérite de mettre en lumière cet article qui demeure quand même un peu, et je vous le dis, malgré le fait que beaucoup de gens gueulent à c'est pas une démocratie, la France, ta gueule déjà. Voilà, casse-toi dans un pays où il n'y a pas de démocratie, tu vas voir un peu si tu es pas content d'être en France. Mais l'article 46, c'est le seul rempart pour la démocratie. C'est-à-dire que, en fait, aussi paradoxal que ça peut paraître quand vous lisez l'article, c'est le seul rempart que vous ayez. C'est-à-dire que personne ne peut décréter au-delà de 12 jours l'état d'urgence, un état de siège. Personne. Le président, le Premier ministre, qui vous voulez, c'est le Parlement qui décide. Donc les députés, les gens élus par le peuple, c'est eux. Alors évidemment, si il prolonge le truc, vous avez peut-être le droit de gueuler sur les bestioles. Ça, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais c'est vraiment si vous êtes intéressé par ce côté bureau des légendes version sécurité intérieure, avec un article 36 qui est prédominant et donc, qui est très important pour l'histoire. Honnêtement, si vous lisez suite à ce que je viens de vous dire, je serais très très intéressée d'avoir votre avis sur le ressenti du livre et d'une telle action qui est faite dans le livre. Vraiment, c'est bien foutu, c'est bien écrit, c'est prenant. Vraiment de bout en bout. En fait, si vous avez aimé le Bureau des légendes, vous allez vraiment dévorer le bouquin. Vraiment, moi j'ai bouffé le bouquin, mais je crois que je l'ai bouffé en une soirée et une début de nuit, hein, pour vous dire la façon j'y suis allée fort. Ça s'appelle donc Article 36 de Henri Vernet. Autre livre, bon bah ça c'est... oui bah de toute façon, dès qu'il y a un livre, elle sort un livre, il se retrouve forcément dans mon top. C'est compliqué, hein, mais c'est bon, c'est une écrivaine magnifique, à Camille de Peretti, qui a écrit Le sang des Mirabelles. Alors, pour la petite histoire, si quand même il faut que je le dise, pour la petite histoire, en fait, quand on a discuté du sang de Mirabelle avec Camille, en fait, il s'est trouvé qu'on s'est retrouvés au salon du livre. Elle était en dédicace, moi j'étais en dédicace mais pour un autre livre, et j'avais récupéré le sang de Mirabelle. Très gentiment, elle me l'avait fait passer avant, et donc on a discuté. Et je lui dis, avant même de lui dire mon avis sur le sang de Mirabelle, je lui dis c'est incroyable mais vrai, je vais te montrer quelque chose. Et je lui montre. Et en fait, au moment où elle était en train d'écrire le sang des Mirabelles, alors elle l'avait écrit, elle l'a publié très vite. Moi, vous savez que j'écris des fois 2, 3, 4 romans qui restent dans mes tiroirs pendant 2, 3, 4, 5 ans avant que je les publie, puisque j'en publie un par an et que j'en écris en gros 1 à 2 par an, donc forcément j'ai un peu de marge. Et je lui dis, tu vois, celui-là, il va sortir en telle année. En fait, c'était 2020, je l'ai sorti en 2022. Et je lui dis, toi tu le sors en 2019, moi il est déjà écrit, mais regarde ma thématique. Et en fait on était presque dans la même thématique. On était dans le Moyen-Âge un peu fantasmé, avec 2 personnages féminins, 2 personnages masculins, 2 sœurs, et on s'est dit, putain, c'est pas possible. Et en fait, au moment où elle travaillait sur ce bouquin, donc Le sang des Mirabelles, moi je travaillais sur Le secret de Cassio. Et on s'est dit, c'est quand même fou d'avoir le même contexte historique, la même, pas trame, hein, pas du tout la même histoire, mais le même schéma de s'attacher à des filles, est différent, mais pas du tout les mêmes histoires, les mêmes contextes et la même façon de faire. Bien sûr, j'ai pas l'écriture de Camille de Peretti, calmez-vous, mais c'était assez étonnant. Voilà, donc ça nous a fait beaucoup marrer parce qu'on s'est dit quand même, on s'est même pas concerté, on aurait pu. Voilà. Alors Camille de Peretti, là, dans Le sang des Mirabelles, c'est vraiment, on sent poindre la lignée, le destin des femmes, jusqu'à maintenant, en fait. En fait, on comprend qu'à travers les âges, toutes les femmes ont toujours combattu avec les armes qu'elles possédaient en leur temps, je rappelle, contexte historique, pour s'émanciper petit à petit de l'époque. Voilà. Et arriver à l'émancipation que nous avons maintenant, puisque je rappelle, hein, petit à petit, pas à pas. En fait, elles ont toutes, celles qui étaient derrière nous, tissé le fil de nos destinées à nous. Voilà. Et en fait,
on ne peut être qu'admiratif, puisque nous, on est en train justement de faire le fil pour celles qui viennent derrière nous. Voilà. Alors, on peut être qu'admiratif ou admirative. Bon, les damoiseaux ont aussi le droit d'aimer ce genre de choses. Alors là, on est avec deux sœurs très différentes, qui ont deux visions de la vie différentes, qui vont vouloir s'émanciper de façon absolument différente, mais qui vont rencontrer des personnes qui vont les faire rentrer dans une certaine de logique. C'est dans un Moyen-Âge assez fantasmé. Les personnages, par exemple, le mari d'une n'a pas de nom, il s'appelle l'ours. Voilà, il y a des choses qui sont incroyables. Et puis avec, évidemment, la plume de Camille, qui fait que c'est à la fois, si vous avez lu son dernier roman, euh, vous avez compris. C'est une plume romanesque, c'est une plume exigeante, mais qui est abordable. Vous pouvez la lire sans avoir fait bac plus 43, mais c'est quand même une très belle plume, très littéraire, très 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 travaillée. Vraiment, c'est toujours des histoires. Vous avez l'impression que c'est hyper simple à écrire, alors que c'est d'une complexité, je suppose, qu'elle doit s'arracher les cheveux. Mais vraiment, voilà, Le sang des Mirabelles, moi je suis encore sortie le souffle coupé, donc je vous le recommande. Autre livre, alors celui-là, euh, ça s'appelle Secret de Marcel Beyer. Alors, véritablement, c'est un tourbillon dans la narration qui conforte la confusion qui a régné pendant des générations dans l'Allemagne de l'après-guerre. Puisque en fait ça revient à parler des actions des aïeux lors du conflit de la Seconde Guerre mondiale et qui pose le problème en fait du poids de la mémoire qui se perpétue ou pas, qui est secrète ou pas, et surtout de l'héritage émotionnel que ça peut engendrer. Et ça parle bien sûr de l'impossibilité de se construire réellement avec un secret, c'est-à-dire que les personnages portent ce truc comme un poids, et d'ailleurs on le dit, hein, il y a un héritage émotionnel, un poids du secret qui quelquefois n'est même pas divulgué aux personnes, personne ne le sait, et ça atteint de plein fouet 2 générations ou 3 générations derrière, parce qu'il y a un non-dit qui passe de génération en génération, et en fait il y a quelqu'un qui va être peut-être plus réceptif dans les descendants et qui va exploser le truc. Et vraiment, ce livre-là, en fait, alors ça parle bien sûr des générations allemandes, etc., et de ce qui a été fait par la Seconde Guerre mondiale par les nazis, ou par les soldats plus lambda, mais en tous les cas, voilà, par la génération de cette génération allemande. Mais Marcel Beyer, vraiment, explique que remuer le passé peut être très douloureux, euh, et que, en fait, on hérite peut-être un jour d'une mission très délicate qui est de brasser ce passé merdique, mais de l'affronter. Et alors, soit il y en a certains qui décident de l'affronter vraiment, d'autres qui vont décider de l'enterrer en se disant non mais c'était pas moi, je m'en fous, c'était pas ma génération, comme certains qui disent ah mais moi j'étais pas née à l'époque, ah bah non, moi non plus sous Louis XIV, mais je sais quand même qui c'est. Et là c'est pareil, soit vous avez deux choses, et ça a résonné en moi parce que j'avais déjà écrit Brera, qui parlait justement de cette jeune femme qui est confrontée, elle, au passé de collabos plus ou moins de son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Et donc je me suis dit c'est fou quand même parce que quelquefois euh, vous sortez, vous avez, enfin Brera était sorti quelques temps avant et je me suis dit mais enfin, c'est quand même dingue parce qu'en fait il parlait d'une chose alors différente de la mienne, mais ça avait fait tellement écho avec ce que moi j'avais écrit et ce que j'avais déjà publié que je suis restée mais vraiment la bouche bée devant la puissance de ce roman. Vraiment, Secret de Marcel Beyer, si vous l'avez, vous le trouvez, je pense qu'on doit le trouver assez rapidement. Franchement, allez-y. Autre livre, alors
bon, il est plus connu. Il est peut-être pas moins, enfin je sais pas s'il est plus connu que les autres. Alors il est très connu pour une trilogie qui s'appelle Métro, 2033, 2033, 2035 que j'ai vraiment adoré. Mais c'est celui-là de Dimitri Glukovsky que j'adore. Texto. D'ailleurs, qui a fait l'objet d'un film avec Alexander Petrov, qui est un très très bon acteur russe que j'adore. Oui, oh bah ça va, hein, j'ai mes marottes, je suis une midinette des fois, voilà. Mais Texto, c'est vraiment incroyable. Il plonge, il nous plonge pour la majeure partie du roman dans la tête d'Ilya, qui au début du roman a été, je vous laisse deviner pourquoi, enfin enfermé dans un goulag. Et en fait, euh, il, quand on le rencontre, il sort de ce camp pour revenir à Moscou auprès de sa maman qui a fait tout ce qu'elle a pu, pauvre femme, pour sortir son fils de là. Et en fait, quand il arrive, on lui apprend que sa maman est décédée quelque temps avant, vraiment la veille, style de son arrivée. Donc il est absolument effondré. Et il va, on alterne dans ce texto entre le passé de prisonnier d'Ilia et la vie. Donc le fait qu'il est en deuil alors déjà il s'est chopé des années et c'était pas la joie de vivre hein, les camps en URSS, enfin en Russie non plus, hein, on est bien d'accord sur la question. Et quand il arrive, bah, il a plus sa petite amie qui s'appelait Vera, et en fait il va se retrouver alors qu'il veut se ranger des voitures, il va se retrouver dans une merde noire à cause d'un smartphone, d'un téléphone portable. Et là, on rentre on ressent absolument un sentiment de claustrophobie dans ce livre-là, parce que c'est entre espoir d'un avenir meilleur, parce qu'il sort de prison et qu'il pense qu'il va y arriver, mais vraiment un immense gâchis à la fin. Mais vraiment. Et une fois embarqué dans l'histoire, honnêtement, vous sortez pas indemne de ce texte-là, de ce texto. Alors, premièrement, vous n'allez plus jamais regarder votre smartphone comme... Ah bah non, plus jamais. Ah non, 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 non. Voilà. Parce que même s'il est tout le temps dans votre poche, même s'il est tout le temps à votre main, vous allez le regarder différemment, la bestiole. Moi, je vous le dis. Mais vraiment, il y a une... Alors, évidemment, c'est dans la société russe, donc avec tous les codes de la société, avec tout ce qui est comme le vague à madame, on le connaît slave, etc. Mais le personnage d'Ilia est magnifique. Et puis il y a une oppression tout le temps dans ce roman. Il y a une façon de brutalité certaines fois, et puis mais de nostalgie et de mélancolie absolue. Mais vraiment, c'est un très très beau texte et c'est vraiment une très belle histoire. Et je vous dis, si vous avez la chance de le lire, donc ça s'appelle Texto de Dmitri Glukovsky. Moi j'aime beaucoup cet auteur. Et si vous avez l'occasion en VOD ou je sais pas où de trouver la version, le film, qui est donc interprété par Alexander Petrov, vous sortez pas indemne non plus du film. Hein, je vous l'ai dit tout de suite. Moi j'avais le cœur au bord des lèvres, j'étais en mode couinage intensif. Enfin voilà. Bon bref, vous me connaissez. Alors autre roman. J'avais beaucoup aimé, je l'ai mis parce que il m'est revenu, je me suis dit ah ouais c'est vrai. C'est Comment on devient bon en maths de Emmanuel Arnaud. Alors inutilement de vous dire, on pourrait même dire, pour paraphraser Star Wars et une célèbre phrase, euh, c'est au secours Cédric Villani, vous êtes notre seul espoir, parce que je pense que c'est ça. Alors en fait, le fait est que j'ai lu ce roman, en fait, comme si c'était un pote qui me parlait de son parcours scolaire, parce que c'est vraiment ça, hein, de son parcours scolaire, de ses espoirs, de ses peurs, de ses camarades, des mecs qui sont brillants, de ceux qui sont blasés, ceux qui n'en ont plus rien à carrer, celui qui s'accroche mais qui sait pas où il va aller. Et j'avais beaucoup aimé le fait qu'il avait un style très cynique, très drôle, blasé justement quelquefois. C'est à la fois étonnant et détonnant parce qu'il fait des apartés qui vous dites mais quoi ?
Et il y a une espèce d'ascenseur social, justement, et la critique sociale qui va avec, hein, on est bien d'accord, qui se profile au fil des pages, mais vraiment j'avais pris un plaisir, mais c'était un truc, mais c'est un bouquin jouissif ce truc-là, j'avais vraiment beaucoup aimé, et je m'étais dit merde, c'est vrai qu'il y a quand même matière quand on se retourne sur certaines expériences qu'on a eues, etc., et qu'on se retourne sur ce qu'on a fait dans le parcours scolaire ou autre, des choix qu'on a fait, des choix au moment où on a fait, alors des bons ou des mauvais, des matières qu'on a pris et qu'on aurait dû prendre, ou etc., ou des gens qu'on a rencontrés. Il n'y a pas très longtemps, justement, j'en discutais avec quelqu'un en disant, mais en fait, si j'avais décidé de faire ça et d'aller contre tout ce que les gens voulaient que je fasse, j'aurais pas rencontré certaines personnes, j'aurais pas vécu certaines expériences, et donc forcément je ne serais pas la Lisa de maintenant. Je pense que tout au long de notre vie, en fait, on se forge. Et alors, soit c'est très triste à imaginer qu'on se dit qu'en fait, on a, allez, mettons, 90 ans devant nous, au mieux. Enfin, oui, au mieux, euh, sans anicroche. Et que quand on va arriver à 90 ans, on va se dire, putain, en fait, on a fait tout ça pour arriver là, c'est le bordel. Soit on le prend du côté de se dire, bah ouais, en fait, on a autant d'années, on sait pas combien, mais on essaie de tirer au mieux profit de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a à faire et de tout ce qu'on a à donner. Et on verra bien comment ça gère. Voilà. Et franchement, c'est un livre qui m'avait fait un bien fou. Voilà. Comment on devient bon en maths d'Emmanuel Arnaud. Je pense que je ne l'ai jamais vu tourner ce truc. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y parce que vraiment, c'était un très 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 bon roman. Mais je vous dis, il faut le prendre comme il est. Autre roman, alors pareil, que j'avais lu en avant-première chez Sonatine, et qui avait été un coup de cœur absolu. Du coup, je me suis attachée à cet auteur, j'adore. Le personnage est un des personnages, je pense, dont je suis tombée amoureuse, et je pense que toutes les filles peuvent tomber, enfin les garçons aussi, peuvent tomber amoureuses de ce truc, d'Ariane Richard. Ce type est un bonheur absolu. Un ex-flic qui devient enquêteur privé, un australien, l'archétype du mec surfeur, vous voyez, beau gosse, bon, un peu cabossé par la vie, même beaucoup cabossé par la vie, comme personnage et tout. Et vraiment, il y a tout ce que j'aime dans ce thriller qui s'appelle Requiem de Tony Cavano. Alors, il faut lire l'affaire Isolabel, etc. Isobel Vine, etc. Enfin bref, il y a la trilogie qu'il a faite. Et puis, moi, je l'ai eu en anglais aussi, parce qu'il a fait il a fait une espèce de petit truc en marge, et il n'a pas été paru en français, enfin il n'a pas été traduit, pardon, en français, donc je l'ai lu en anglais. J'ai une de mes copines australiennes, oui merci, j'ai des amis un peu de partout, ma sœur d'adoption, comme l'appelait ma maman, Linda, qui m'avait récupéré le bouquin en anglais, donc je l'avais lu. Vraiment, Requiem, c'est tout ce que j'aime dans les thrillers. Une histoire tordue, surprenante, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous voyez arriver le truc, avec des personnages à la fois sombres, on pourrait dire sombrement lumineux, voilà, sombrement lumineux, ou complètement barrés, ça aussi, ah bah non, il y en a des bien barrés là-dedans, et avec des rebondissements auxquels on s'attend pas, ou quasiment pas. Tout ça au milieu de la faune, de la flore, de la société australienne, avec les codes, hein, c'est vraiment un pays à part, avec des descriptions, avec des rebondissements, je vous dis, avec des rebondissements, avec ce côté voilà, de flic sans être flic, qui arrive à être un peu à droite, un peu à gauche, mais franchement, c'est un bonheur quotidien, ce truc, voilà. Vraiment, Tony Cavano, c'est vraiment... il a inventé un personnage d'Ariane Richard, vraiment, et je connais quelques personnes qui ont lu Tony Cavano et qui ont fantasmé, hein, sur Diane Richard, et qui fantasment toujours, hein, sur Diane Richard. Ah bah, que voulez-vous, quand il apparaît dans les pages, vous auto-ventilez, vous sortez l'éventail et vous faites « Oh mon Dieu !» Voilà. Bon, après, c'est le genre de mec qu'il faut pas fréquenter, on est bien d'accord. C'est le genre de mec que votre maman vous dira « Non, 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 non !» tu y vas pas, et que votre papa il tient à distance avec un fusil, hein. C'est la question. Mais que voulez-vous, voilà, on risque rien, c'est sur du papier. Voilà, donc là on peut, comme c'est Sylvie Lynch, on peut auto-ventiler, on risque rien, sur du papier on risque rien. Voilà, mais Tony Cavano.
Euh, ah voilà, oui, oui. Alors celui-là, non, alors celui-là, euh, c'est même pas que je vous le recommande, c'est que je veux que vous le lisiez. J'ai dit vouloir. Oh, que c'est pas joli, Lisa. N'influence pas les abonnés. De moins en moins nombreux, mais ne les influence pas. Honnêtement, vraiment, il faut le lire. Ça s'appelle La Crue de Amy Assinger. Euh, c'est un des livres aussi pareil, mais qui m'a vraiment ému aux larmes. D'ailleurs, je crois qu'à la fin, j'étais tellement en larmes que j'arrivais même pas à lire les passages, et donc j'ai dû relire la fin parce que j'arrivais à tête reposée parce que c'était compliqué. C'est vraiment l'histoire de trois femmes qui sont toutes les trois à un tournant de leur vie, qui sont toutes les trois reliées par quelque chose. Bon, il n'y a pas que des femmes, hein, il y a des hommes dedans, mais voilà, c'est vraiment ces trois femmes dans dans l'Amérique, dans une certaine partie de l'Amérique, bon, alors après qui est plus attachée à mon cœur, mais voilà, mais c'est comme ça, et qui agissent dans ce roman selon ce qui leur arrive, avec leur cœur, mais aussi avec le fait qu'elles ont des devoirs. Et elles prennent des décisions en conscience parce qu'elles croient que c'est juste au moment M et qu'elles pensent pouvoir accomplir cette décision-là, cette mission-là, etc. Vraiment, j'ai adoré, mais adoré ma lecture. Comme je vous dis, j'ai été vraiment émue. Euh, et croyez-moi, c'est pas souvent que quand je lis, je me mets à pleurer devant un roman. Je peux être émue, je peux avoir les larmes aux yeux, je peux me dire oh, voilà, oui, ah bah à la fin de oui, oh Cécile Winch, on arrête, Cécile Winch. Mais par exemple, je pense que j'en parlerai quand je ferai 2020 de à crier dans les ruines d'Alexandra Kozelik. Ça fait partie de ces romans où à la fin je pleurais tellement que j'étais obligée de relire la fin parce que je n'arrivais bah, c'est compliqué de lire quand on pleure à sanglots, hein, on est bien d'accord sur la question. Et là ça a été pareil, voilà. C'est très rare que vraiment ça me déclenche une crise de larmes. Mais une crise de larmes, je me souviens quand je l'ai lu, ma maman était ma maman vivait avec moi pour des causes de maladie et j'étais en train de lire, je sais plus où, et j'arrive, et je pleurais mais à sanglots. Elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est affolée l'autre. Elle me dit mon Dieu ma fille qu'est-ce qui s'est arrivé? Elle a cru que j'étais en train de crever. Je lui dis non livre Elle me dit non mais ça va pas mieux de te mettre dans des... parce que ma mère c'était ça. Ça va pas mieux de te mettre dans des appareils mais tu es pas, alors ma mère c'était mais tu es pas bien cuite ma fille, voilà super. Et je lui dis, ah, t'as qu'à le lire, tu verras bien, et tout. Elle me dit, ah, je vais pas lire ta merde, et tout. Et puis, quelques temps après, elle l'a lu, et j'arrive un soir, elle est en train de pleurer. Je lui dis, bien, fais bon, voilà. Non, mais vraiment, c'est un très, très, très beau roman, très beau, très fort, avec des personnages vraiment très bien foutus, avec une histoire qui vous arrache les tripes, les boyaux et tout ce qui va avec. Ça s'appelle La Crue d'Amy Assinger. Vraiment, c'est un très, très beau roman. Autre livre que j'avais... Alors, c'est un roman il m'est revenu dans la tête parce que je l'ai trouvé à l'époque très étonnant, très détonnant. Mais très... alors par contre très dense. euh, Très complexe. Enfin complexe, dense, mais vraiment très intelligent. Ça s'appelle Forêt furieuse de Sylvain Pathieu. Euh, En fait, c'est comme une forêt dense dans laquelle en fait on se, on se perd tout en étant sûr du chemin où on est on va s'en sortir. Vous voyez? Enfin, je sais pas si je... Déjà, c'est compliqué, hein, ce que je suis en train d'expliquer. Alors, l'histoire, l'histoire m'a emballé tout de suite. Vraiment. Mais en fait, le plus important dans ce livre-là, mais vraiment, il faut le savoir tout de suite, c'est l'écriture de l'auteur. C'est des chapitres très courts. Il y a beaucoup de références pop, rap. Il y a un gros mélange de langue moderne, d'argot, de style très littéraire, un peu du slam. C'est très particulier comme livre, vraiment. C'est pour ça que je vous dis, c'est étonnant, c'est détonnant, c'est dense, complexe, intelligent, et l'image de la forêt, très dense, très très touffue, mais
vous traversez la forêt, mais vous savez que c'est le bon chemin que vous arpentez, mais vous savez pas du tout si vous n'allez pas vous prendre le pied dans une souche. Vraiment, c'est ça. Et vraiment, j'ai été happée tout de suite par ce roman-là, même si c'est très très éloigné de ce que je lis, vraiment, mais vraiment. Et j'ai été, voilà, j'ai trouvé le mélange de ces langues, le mélange des références, ce côté un peu chapitre court slam, mais vraiment, voilà, slamé, comme dirait ma copine Lydie, qui est une grande slameuse d'ailleurs, une grande poétesse surtout, et qui vraiment, voilà, il y a ce côté-là, ouais, d'écriture, de jeu, et puis le roman en lui-même, quoi. Voilà, donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle Forêt furieuse de Sylvain Pathieu, donc voilà, n'hésitez pas. Et alors là, attention, c'est le petit cœur romanesque qui va parler. Alors, Jérôme Attal, j'aime beaucoup ses livres et j'aime beaucoup l'auteur de chansons aussi. C'est quelqu'un qui fait des chansons. Enfin, c'est un parolier, mais il chante. D'ailleurs, très souvent, il est invité dans le village d'Astafor de notre ami Francis Cabrel, où il va. Vous savez, il y a des retraites, ce qu'on dit, des résidences d'artistes. Et donc voilà, il y en fait partie. Et ce roman-là, d'ailleurs, je lui avais envoyé un petit mot, il est très gentil. En fait, il répond toujours aux gens qui lui écrivent, en tous les cas, bon, pas tout de suite, mais voilà. Je lui avais tout de suite, je lui avais envoyé un petit mot en lui disant, mais vraiment, en tant que lectrice, j'ai trouvé ça bouleversant. Ça s'appelle La petite sonneuse de cloche de Jérôme Attal. En fait, c'est un livre. Alors, c'est l'histoire vraie, enfin vraie. Oui, c'est l'histoire vraie de Chateaubriand qui va s'exiler à Londres et qui, en fait, dans ses mémoires, il le dit, hein, dans ses mémoires d'outre-tombe, il y a un passage de cette fille qui, dans l'abbaye, dans la glaciale abbaye londonienne, très connue, hein, va l'embrasser. C'est un simple baiser, très furtif, il n'y a rien de transcendant dedans, hein, vous attendez pas à un truc passionné, mais qui va laisser une telle empreinte à ce jeune homme qu'il va vouloir savoir qui elle était. Voilà. Et Jérôme Attal développe sur vraiment un fragment de ligne dans les mémoires, il brode cette histoire-là. Et moi, j'ai trouvé ça d'un romanesque fou, mais vraiment, c'est cette histoire-là, mais voilà, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de roman-là. Et quand je dis romanesque, c'est pas romantique. Voilà, c'est cette espèce de souffle absolu avec la plume d'Attal, quoi. Voilà, il a une plume. Alors, si vous connaissez ses chansons, si vous connaissez le parolier, vous savez que c'est un peu voilà, il a une très belle écriture. Vraiment, voilà, moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup Jérôme Attal. Il avait fait un livre qui m'avait beaucoup amusé. Je sais pas comment. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Un furieux besoin d'élégance. Euh, ah oui, 37 étoiles filantes, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, c'est quelqu'un qui a une écriture particulière. Il avait écrit J'aurais voulu être un Beatles, avec une liste à l'intérieur. Il y avait une page blanche avec une liste. Et je l'avais faite, je l'ai écrite sur le bouquin. Et je lui avais scanné, je lui avais envoyé. Il avait trouvé ça très drôle. Mais vraiment, c'est quelqu'un dont j'aime l'écriture, dont j'aime la plume, j'aime la poésie qui se dégage de ces romans. Voilà, c'est vraiment. Et alors, Petite sonneuse de cloche, vraiment, c'est vraiment ça m'avait mais révolutionné. J'avais adoré ce roman. Autre livre, alors vraiment complètement différent, et j'ai eu du mal à me rappeler le nom de l'auteur. Désolée, mais le titre m'est revenu tout de suite. Ça s'appelle Laisse le monde tomber. Et donc l'auteur, il s'appelle Jean-Olivier Bosco. J'avais du mal avec son prénom. Je connaissais Bosco, mais le prénom ne me revenait pas. C'est rare. Mais bon, voilà. Donc c'est Laisse tomber le monde tomber, pas tomber le monde. Hein. Laisse le monde tomber de Jean-Olivier Bosco. Et dès le début, j'ai été happée. Parce que en fait, on est dans une histoire où on prend autant de coups, sinon plus, que les personnages. Et que
tous les méfaits qui sont faits aux victimes, et croyez-moi, le sang va couler, ça vous glace le sang. Vraiment. C'est à la fois violent, doux, très cru, si, très cru, et doucereux. Tous les sentiments s'expliquent à un moment donné. Tous les personnages des plus intenses aux plus fades, et tout est relatif dans je dis fade, voilà, qui luttent, qui se déchirent, tout ça, ça met une pression de plus sur cette espèce d'ambiance absolument glauque, irrespirable à un moment donné, qui font que ce polar est une bombe à retardement. Alors moi j'ai vu des critiques très mauvaises sur ce roman-là. Alors je sais pas, enfin mauvaises, pas très bonnes. Je me dis tiens c'est bizarre. Et puis des gens comme moi qui ont été pris à la gorge, un peu. Alors j'ai la vision. Vous voyez quand dans Alien, le truc qui sort du ventre du monsieur qui lui colle. Ah voilà, bah c'est pareil. Waouh, irrespirable le truc. Mais vraiment, ça m'avait laissé sur le. Alors c'est vulgaire de dire ça, mais ça m'avait laissé sur le cul, vraiment, les fesses, pour les oreilles chastes. Vraiment, je me suis laissée embarquer par ce roman-là. Ça s'appelle Laisse le monde tomber de Jean-Olivier Bosco. Vraiment, je ne l'ai pas vu passer des masses. Mais vraiment, moi, voilà, il m'avait vraiment beaucoup plu. Et j'étais restée, mais vraiment comme deux rangs de fluorite. Voilà. Et alors, on va finir par les deux. Alors, un, parce que l'auteur est devenu un des auteurs régionaux que j'aime le plus. Et le dernier roman, c'est, je pense que c'est un roman qui va être étudié un jour en littérature française. Oui, oh bah si, carrément, vous allez voir. Alors, l'avant-dernier, c'est L'homme qui chaussait du 62 de Daniel Croze. J'en parle souvent de Daniel Croze, qui est un auteur aveyronnais, qui fait des très très beaux romans, qui fait d'ailleurs même des textes sur des livres de photos de l'Aveyron. C'est vraiment quelqu'un qui est attaché à son pays, enfin sa province, enfin son département, ou non sa province, parce que c'était un territoire, l'Aveyron et tout le reste autour. Et là, il parle d'un jeune homme qui existe vraiment. Ulysse, c'est un personnage qui a vraiment existé au début du XXe siècle, d'abord dans la France profonde de l'Aveyron, puis après à Paris et puis au-delà. En fait, c'est un jeune homme qui était un géant, qui dépassait les 2 mètres 10, 12, 15, 20, etc. Et donc, qui chaussait du 62 et qui retrace la vie de ce garçon qui va être vraiment pris comme une bête de foire, mais qui à la fois va faire des belles rencontres et puis quelquefois des très mauvaises rencontres. C'est très prenant parce que c'est vraiment son histoire. C'est très bien écrit. Quelquefois c'est drôle, mais la plupart du temps c'est délicatement très émouvant. Vraiment, vous avez tout le temps le cœur serré à cause de ce grand géant. On voit la vie de la France profonde de l'époque et on voit bien le décalage des vies entre celles qui étaient à Paris et dans les grandes villes et celles de la France profonde. Et puis on s'attache, même si on s'attache à tous les personnages, même ceux qu'on n'aime pas d'ailleurs, Ulysse, c'est un géant magnifique et personne ne peut résister à ce grand garçon. Vraiment, c'est... Et puis en plus, son destin est tellement triste, vraiment, que vous vous dites plus c'est pas possible que et pourtant un gentil garçon tout le temps, voilà, il voyait pas la méchanceté, il voyait pas le mauvais et bon il y en a qui sont servis mais vraiment c'est un géant magnifique, voilà, mais très 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 émouvant, très oui triste, voilà, mais très beau parce que la plume de Daniel Croze quoi, voilà, c'est quelqu'un qui arrive c'est un conteur Daniel Croze, donc il sait vous faire partager des histoires. Il sait vous faire partager des émotions avec peu de mots, un peu un Chopin. Alors que Chopin met peu de pages et peu de mots. Lui, Daniel Croze, il peut mettre beaucoup plus de pages, mais il a ce style fluide qui fait que vous vous attachez à ses mots, à son histoire. Et vraiment, l'homme qui est du chaussée du 62, si vous connaissez pas Monsieur Ulysse, allez-y, ce grand garçon là, vraiment fantastique. Et le dernier, et alors là, on va dire qu'on va l'étudier à l'école. Ah là là, ce livre, mon Dieu.
mais je l'ai encore dans la tête. Alors tous les autres, vous avez vu, je les ai. Hein, je suis pas, c'est de mémoire hein, que je fais ça. Mais ce titre-là, alors moi j'aime tous les. Alors, il faut que je parle de l'auteur parce que honnêtement, déjà premièrement, c'est quelqu'un de vraiment très gentil, foncièrement, parce que c'est rare que j'écrive à des auteurs, vraiment très très rare. Et je crois que la première personne à qui j'ai vraiment écrit dans ma vie, c'est Camille de Peretti quand elle a sorti Tornitorinque, d'où le fait qu'après on ait eu des relations toutes les deux, enfin qu'on se soit rencontrés. Mais c'est vraiment quelqu'un, Olivier Rogès, que j'aime beaucoup. Parce que, euh, comment expliquer? Premièrement, j'ai lu tous ses bouquins. On est bien d'accord. À la base, il est journaliste. Il a fait une école de journalisme et il a commencé sa carrière à Moscou au début des années 90, donc pile dans le choc des cultures entre la fin de l'URSS et le début, etc., de la Fédération de Russie. Et honnêtement, à chaque fois que j'ai lu ces bouquins, le premier que j'ai lu, c'était L'ivresse du sergent Dida, que j'ai trouvé absolument incroyable. Vraiment, c'est l'histoire d'un soldat qui est laissé à l'abandon, etc. Enfin, voilà. Et après, à chaque fois que j'ai lu un de ses romans, d'ailleurs, le dernier qui est sorti, c'est en 2021. D'ailleurs, si un jour je vous parle de 2021, il y sera. C'est Là où naissent les prophètes, qui est vraiment une traversée dans l'Afrique, mais d'une puissance narrative, une puissance vraiment de tout incroyable. Et celui dont je vais vous parler, c'est Les Hommes Incertains. Les Hommes Incertains, c'est... Moi, Anton m'a littéralement, comment dire, happé. C'est vraiment une plongée magnétique dans l'URSS de Gorbatchev, avec toutes les arcanes du Politburo de l'époque, et vu qu'il a vécu en Russie, qu'il a vu ça, etc., il a chopé l'âme de la Russie éternelle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui crachent dessus, mais je vous assure, il y a une âme de la Russie éternelle dans le peuple. Très souvent, il y a des gens qui me disent oui, tu as vu, ils se laissent faire, mais il faut connaître leur histoire sur des siècles. C'est des gens qui ont toujours courbé les chines, qui ont un pays qui est à leur image, c'est-à-dire ces grandeurs de la c'est énorme la Russie. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun pays qui a autant de fuseaux horaires, c'est de diversité ethnique, de diversité de paysages, de conditions climatiques, parce que c'est un pays surprenant et surtout fascinant, mais qui se ressent dans l'âme du peuple. C'est-à-dire que de toute génération, tout le monde chope ça. Et là, dans ce roman-là, de Sibérie à Moscou, dans ces arcanes de ce KGB qui, qui est l'ancêtre de la Tchéka, etc., enfin qui est le petit-fils de la Tchéka, si on peut dire, mon Dieu, jusqu'au, entre guillemets, descendant de ces gens qui auraient des pouvoirs comme avait Raspoutine, on suit l'itinéraire en parallèle, mais on suit l'itinéraire de Anton, donc qui est un jeune homme assez naïf, assez détonnant d'ailleurs physiquement, il est assez étrange, enfin il est assez particulier, et de son oncle Yuri, qui est lui un membre très très influent des services secrets, qui est un mec blasé, qui est ambigu, alors à la fois ambigu et très clairvoyant, très mystérieux, et alors on navigue absolument en eau trouble dans ce roman-là, entre le communisme qui est moribond, hein, il est en train de crever sous Gorbatchev, voilà, la perestroïka, la glasnost, ça a ouvert le pays, mais ça l'a propulsé aussi dans ce qu'on a vu après dans le putsch, etc. Et tous les arrivistes occidentaux qui vont flairer le bon tuyau, notamment le rouble, mais le bon tuyau. Et vraiment, c'est un roman que j'ai lu avec délectation. J'avais le cœur battant. Je voulais pas le quitter, ce roman-là, vraiment. Et en plus, pour tous ceux qui, comme moi, de ma génération et les plus anciens, ont vécu en temps direct
C'est-à-dire que moi, j'ai grandi pendant, donc 80, pendant 20 ans, je n'ai connu que la guerre froide. La Russie, c'était l'Union soviétique, c'était les pontes, c'était l'ennemi, c'était la terreur. C'était des gens qui, voilà, c'était les descendants de Staline, des purges, des goulags, etc. Et puis il y avait ce côté Est-Ouest tout le temps. Et puis moi j'ai vécu en direct la montée de Helsinki sur le char, la chute du régime, le déboulonnage des statues, etc. Et tous ceux qui ont vu les événements, euh, oui, en direct, en fait, je me suis dans ce livre, dans ce roman-là, je me suis revue à l'époque et pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous comprenez très bien le sentiment d'un des personnages sur la Russie et de son impact sur le monde depuis des siècles, et peut-être pour quelques centaines d'années supplémentaires. Si vous ne chopez pas justement le poids de l'histoire russe depuis des centaines d'années, euh, tous les gens qui ont été au pouvoir, que ce soit tous les tsars qui ont été au pouvoir, et quand on parle d'Ivan le Terrible, c'est pas pour rien, toutes les structures qui ont été mises en place pour en faire des serfs, oui, parce que c'était la servitude absolue. Nous, on a connu les serfs au Moyen-Âge, il y en a certains, ils étaient encore serfs il n'y a même pas une centaine d'années, hein, on est bien d'accord sur la question. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas l'âme de la Russie éternelle et que vous comprenez pas ça, et que actuellement vous vous dites oh là là, mais je comprends pas ce qui se passe, machin, allez lire ce livre-là. Voilà, allez lire Les Hommes incertains d'Olivier Rogès. Mais vraiment, de toute façon, lisez tous les Olivier Rogès comme ça, vous êtes tranquille. Mais vraiment, ce livre-là, c'est un bonheur. Voilà, c'est vraiment. Bah non, je le jetterai pas celui-là non plus. Ah bah ça va être terrible. Ah non, mais moi je jette pas les livres qui m'ont révolutionné. D'ailleurs, tous les livres que je vous ai cités là, je les ai tous, hein. Il n'y en a aucun que j'ai donné, aucun. Moi, je me débarrasse de ceux depuis quelques années, une quinzaine d'années, je me débarrasse de ceux, honnêtement, dont un, je les relirai jamais. Deux, je ne les prêterai pas, je peux les donner. Alors généralement, je vous dis, je les donne ou à la bibliothèque de l'hôpital, soit à mes voisins, parce que je sais qu'il y a quelques de mes voisines un peu âgées qui aiment beaucoup lire et qui sortent plus trop et qui aiment beaucoup lire. Et donc, bah voilà, en plus, je sais qu'elles n'ont pas des retraites mirobolantes, donc je leur donne mes livres, je les mets dans la boîte à livres à lire qu'on a, la boîte à livres qu'on a dans l'immeuble en bas, et donc bah, chacun prend ce qu'il veut. Alors après, les gens sont libres de les prendre et de les revendre, hein, je m'en fous. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je les revends pas moi, donc je m'en fous. Mais je sais que c'est elles qui les prennent. Voilà, et après qu'elles les redonnent à leurs copines. Je sais qu'il y en a une qui les donne à l'OCB du coin, là, du CIQ du coin. Voilà, donc c'est très très bien. Mais celui-là, voilà, c'est des livres, ces livres-là dont je viens de vous parler, je les donnerai jamais. Voilà. À la rigueur, je pourrais les léguer à quelqu'un quand je serai morte, mais ils feront ce qu'ils voudront. Mais non, alors si vous écoutez cette vidéo et que je meurs, ah commencez pas, râlez pas. Dites-le, voilà, tous mes livres il faut créer un fonds Lisa Giraud Taylor dans une bibliothèque en Dordogne, alors si possible dans mon village, mais sinon dans mon canton, ou aux archives départementales. Vous direz aux gens qui me connaissent et qui seront sachés de ma succession, non, non, elle voulait pas jeter ses livres, elle veut les donner dans un fonds à son nom aux archives départementales. Voilà, parce que ça peut servir à d'autres personnes, et ça serait tellement dommage d'avoir tant de bouquins pour pas en faire profiter des gens qui n'ont pas eu la possibilité de s'acheter des livres ou qui n'ont pas la possibilité d'acheter tous les livres qu'ils voudraient. Voilà, donc honnêtement, allez-y, lisez tous ces livres-là. Donc j'espère que cette présentation à vos wishlists, mes recommandations donc de 2019 vous a plu. Vous avez eu les choses à l'écran, donc comme ça vous voyez à peu près les couvertures, vous pouvez noter, puis bon bah vous vous dites ah bah non celui-là il m'intéresse pas, de toute façon je pense que je les listerai dans la barre d'infos. Si j'oublie, bah désolé, mais bon vous savez c'est pas facile. Euh, Après vous mettre à chaque fois ma chronique, c'est très fastidieux quand même de le faire. Si vous allez sur mon blog, qui est dans la barre d'infos, vous tapez le nom du livre qui vous intéresse, et puis vous verrez bien la présentation que j'en ai faite. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, enfin prochaine, c'est un audio
podcast. Donc ça sera les Templiers, sûrement. Et après va arriver une vidéo discussion qui m'a été demandée, soufflée par plusieurs personnes. Et donc je me suis dit que ce serait original de faire ça, et je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est pas con de faire ça, ça peut être assez intéressant. Voilà, je vous expliquerai quand je la tournerai, enfin quand je l'enregistrerai. Ben, je suppose que vous avez entendu ma vidéo du 1er juin, donc vous savez ce qui vous attend. Mais voilà, j'espère que mon contenu qui ne variera pas, hein, sera toujours aussi intéressant pour vous. Donc prochaine vidéo, bah, l'illustré des Templiers, voilà, qui sortira avant sur Patreon. euh, et qui sortira donc ah je sais pas si ah tiens, peut-être que je ferai peut-être l'audio un peu spécial là qu'on m'a demandé pour voir si ça peut intéresser, et puis peut-être le faire après, d'en faire d'autres. Et je ferai peut-être les Templiers après. Je passerai peut-être les Templiers mi-juin, ça sera peut-être plus sympa pour vous tous. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et merci pour les commentaires ou les likes, et les likes pour la vidéo. Puis n'hésitez pas à me dire si dans les livres que j'ai exposés, il y en a certains que vous voulez absolument lire et que vous vous êtes dit ah non mais Lésa, tu me l'as vendu celui-là, c'est bon. Ou que vous aviez déjà lu et que vous me dites ouais t'as raison. Ou non t'as pas raison. Vous avez le droit hein, de dire que j'ai pas raison. Allez ciao, bonne journée et puis faites attention à vous. Au revoir.